Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 3 juillet 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Le grand dialogue d'aujourd'hui, comme tous les vendredis, débat de plusieurs sujets. 3 sujets avec un petit bonus, un clin d'œil aux réfugiés maliens qui sont dans le camp de réfugiés donc de Mbera en Mauritanie. Nous allons parler avec nos invités des attaques terroristes dans le centre et au sud. Les renouvellements du mandat de la MINUSMA et nous allons également parler des expulsions de Maliens depuis le Gabon. Nous sommes avec 3 invités, Bruno Sekbedji du journal L'Indépendant. Nous sommes également avec Mamadou Kane de la radio Clédou et Youba Konaté de Zénith Ballet. Nous sommes donc réunis pour le forum de la presse. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Tout d'abord, le point sur les attaques terroristes dans le centre et au sud du pays. Durant le week-end dernier, le pays a subi 2 attaques terroristes survenues respectivement le 27 et le 28 juin dernier. La première attaque a ciblé le camp militaire de Nara dans la région de Koulikoro, à 30 km de la frontière avec la Mauritanie, faisant 9 morts du côté des assaillants et 3 soldats maliens ont été tués. Les FAMA donc ont subi cette perte, 3 soldats. Le second a été perpétré dans la zone de Fakola, à 150 km de la capitale régionale de Sikasso, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors, tout d'abord, qui sont ces terroristes, Youba Konaté? Merci Bamoussa une fois de plus de nous permettre de nous prononcer sur l'actualité de la semaine dans notre pays. Et il va falloir peut-être préciser un certain nombre de choses d'abord. Les terroristes, comme on l'a dit, il y a une volonté délibérée, tout le monde, on l'a compris désormais, d'étendre le phénomène à l'ensemble de la sous-région. Et contrairement à la réponse que les différents États de la sous-région, notamment le G5 qui avait été formé récemment, a tenté d'apporter à la question en disant que c'est peut-être le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger qui étaient concernés. On voit avec, n'est-ce pas, la précision qui est donnée aujourd'hui et les réponses apportées par les terroristes que ce ne sont pas uniquement ces États-là qui sont concernés, menacés. Donc c'est toute la région qui est menacée. Et le planning des djihadistes dans la sous-région, c'est de faire la jonction entre l'étape nigérienne qui est déjà arrivée au Niger et le front, comment dirais-je, nord, qui est tout le nord du Mali, l'Algérie, faire la jonction et faire comprendre aux différentes autorités, aux différents pays, que toute cette zone-là est désormais une zone de guerre et que nul dans ces régions-là ne peut se dire à l'abri. C'est ça d'abord la première théorie, c'est-à-dire que faire la jonction entre les deux bords de confrontation, faire comprendre à tout le monde que nous sommes dans une, voilà, c'est-à-dire que de Nouakchott à Lagos, au Cameroun, à Yaoundé au Cameroun, que nous sommes dans une zone de guerre. Étendre là et faire comprendre, ça c'est d'abord la stratégie et elle est psychologique. En arrivant à ça, puisque entre-temps aussi il y a un potentiel énorme, il y a un potentiel énorme de recrutement que les gens ne soupçonnent pas toujours. Donc, le préalable à tout ça qu'il faudrait, c'est la question que, est-ce que nous avons d'abord compris ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est ce qu'il faut comprendre. Et moi, de ce que j'ai vraiment retenu, je pense que nos autorités, nos différents pays, les citoyens pris individuellement n'ont pas encore compris ce qui nous arrive. Et il va falloir réfléchir à comprendre ce qui nous arrive d'abord. Parce que quand vous essayez de réfléchir, la religion musulmane, elle n'est pas venue aujourd'hui. Non, nous sommes tous musulmans là. Mais ces phénomènes-là de terrorisme islamique a fait son apparition dans notre sous-région il n'y a pas une décennie. Pas plus d'une décennie. Mais qu'est-ce qui arrive? Il faut le comprendre, il faut qu'on se parle, il faut qu'on comprenne. Et que des gens qui tuent même dans les mosquées et au nom de la religion, c'est bizarre. Donc il va falloir engager la réflexion et comprendre d'abord, puisque pour que nous puissions apporter les réponses adéquates, il faut qu'on comprenne ce qui se passe.
Et jusque-là, moi, je pense que la réflexion n'a pas été menée. On n'a pas encore compris ce qui se passe. Alors, ces deux attaques ont été revendiquées par Ansardine. Il y a également cette attaque qui s'est déroulée hier à Tombouctou, faisant 6 soldats de la paix tués. Bruno, que peut-on dire de ces groupes terroristes qui ont donné ou bien laissé entrevoir cette petite trêve juste après la signature de l'accord de paix? Bon, le premier constat, c'est que c'est l'aspect internationalisation du djihadisme. Parce que vous l'avez si bien dit, c'est des attentats plus ou moins rattachés à des islamo-fascistes. On peut leur donner tous les noms possibles. Parce que à chaque fois que ces attentats-là sont commis, quand ils font des victimes, au moins ils proclament tout de suite Allahu Akbar. Ou bien il y a des implantations, des drapeaux qui les symbolisent. Donc il y a toujours ce lien-là qu'on peut faire, qu'on peut relever avec cette donne du djihadisme qui se propage dans le monde, qui va au-delà du Sahel. Aujourd'hui, on a constaté que ce n'est plus question du Sahel, puisque il y a des menaces sur la Côte d'Ivoire, par exemple, qui sont proclamées et les Ivoiriens sont en train de renforcer leur sécurité dans le Nord. Ça veut dire que c'est une volonté délibérée d'anéantir, de tuer au nom d'Allah par ces fous de Dieu, comme on les appelait. Ouais. Alors, Khan, cette menace qui s'étend aujourd'hui jusqu'en Côte d'Ivoire, est-ce que cette menace, il faut la prendre au sérieux? Oui, très très au sérieux. Je vous donne juste un exemple, pas plus tard qu'avant-hier, on a vu ce qui s'est passé au Nigeria, où Boko Haram, dans ses œuvres, a détruit carrément des villages en faisant des centaines. 150 morts. Voilà, 150 morts. Donc aujourd'hui, c'est clair que ces djihadistes ont comme maître mot vraiment ils disent non carrément au capitalisme, à la globalisation, et ils veulent imposer ces dictats. C'est dogmatique, mais c'est comme cela. Ils veulent imposer cet islam qui n'a jamais existé. Et Bruno l'a dit, Allahu Akbar, etc. Mais ces gens, c'est qui? C'est des narcotrafiquants, clairement. Ce n'est pas des musulmans. Ils le font au nom de l'islam, mais ce n'est pas des musulmans. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest, dans sa globalité, est en passe de devenir un espace incontrôlable. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va aller au Ghana demain, après c'est le Bénin, le Togo. Donc c'est sans limite. Et ces gens, ils ont de l'argent. L'argent de la drogue, il ne faut pas les minimiser, c'est beaucoup quand même. Et j'ai rejoint Yuba quand il dit que le potentiel est très important. Le potentiel, c'est quoi? Ce sont tous ces jeunes désœuvrés qui sont à la merci de ces gens aujourd'hui. On a vu l'attaque au niveau de Fakola, c'est quoi? On a vu que c'est des locaux, c'est des autochtones qui sont à la base de cette attaque-là. Donc aujourd'hui, oui, je réponds à la question, nous sommes très très menacés. La menace, elle doit être prise très au sérieux. Alors, est-ce que la vision des musulmans va changer du côté de la Côte d'Ivoire avec ces attentats perpétrés au nom de l'islam, Khan? Oui, déjà la Côte d'Ivoire a connu pas pareille situation. On se rappelle encore la crise ivoirienne. Avec les événements qui sont passés dans ces pays. Mais aujourd'hui, il est clair que c'est un pays qui a quand même beaucoup de... Oui, les musulmans ils sont assez nombreux en Côte d'Ivoire aussi quand même. Mais ils sont regardants sur ces pays voisins, le Mali, qui a vécu, qui est en train de vivre encore des moments extrêmement difficiles. Donc les Ivoiriens aujourd'hui, oui, ils ont très peur. Ils ont très peur et à Bouaké, dans les autres localités, surtout dans le nord du pays. Vous savez, là-bas, c'est les bastions des musulmans. Donc la menace, elle est prise très, très au sérieux. Et ils ne savent pas comment ils vont s'en prendre, quoi. C'est-à-dire que par où donner de la tête. Parce qu'ils n'ont jamais vécu cela. La Côte d'Ivoire attend de vivre ça, mais ce n'est pas évident. Alors, Bruno Segbeti, vous êtes du journal L'Indépendant. Est-ce que la vision du musulman pourrait changer en Côte d'Ivoire avec cette nouvelle donne? La vision du musulman, moi, je crois que les dignitaires musulmans de ce pays, d'abord, il y a, comme Khan l'a dit, par rapport à la crise, il y avait déjà une forme de méfiance vis-à-vis du musulman. Et le conflit, la crise malienne a fait que les Ivoiriens déjà pensaient que
il faut contrôler ou bien il faut mettre sous surveillance toute dérive liée au radicalisme musulman. Bon, il a fait une remarque. Nous devons faire attention, dire que ces gens-là ne sont pas musulmans. C'est peut-être le mauvais islam ou bien l'islam dévoyé là qu'ils prêchent. Mais la plupart sont plus ou moins, c'est des gens qui s'habillent en accoutrement qu'on voit plus et qui fréquentent les mosquées. On avait indexé la secte la Dawa qui est, quoi qu'on dise, c'est peut-être une dérive de la religion. Donc moi je crois que les musulmans ivoiriens d'ores et déjà pourraient prendre des dispositions en termes de sensibilisation pour que ce radicalisme, ce fondamentalisme qui envahit plus ou moins l'Afrique de l'Ouest, il y a la menace de Boko Haram, le Niger, etc., pour essayer d'aménager des garde-fous, des forums, des colloques, histoire de prôner davantage l'islam modéré, de prévenir pour que ça ne puisse pas contaminer, parce que la région de Fakola et autres, là, c'est vers la frontière. Donc, la tentation est forte que les Ivoiriens se sentent menacés, proches d'être contaminés par ce qu'on peut appeler le virus qui viendrait du nord du Mali, alors que ce n'est pas seulement le nord du Mali. Yuwa, une réaction là-dessus? Oui. Moi, j'allais préciser quelque chose quand même. Quand on dit que les Ivoiriens n'ont jamais connu cela, nous, il y a 5 ans, on n'a jamais connu cela. Ça commence toujours quelque part et à un moment bien donné. Donc, personne ne s'habitue à la violence, personne ne s'habitue, comment dirais-je, à la destruction. Mais ça commence toujours quelque part. Et quand il dit aussi que ce n'est pas des musulmans, moi je crois que c'est des musulmans, hein, quoi que l'on dise. Et comme l'a dit Bruno, c'est des musulmans radicalisés, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais pour que des gens aillent se faire tuer et se faire exploser pour leurs idées, puisqu'en réalité, ils gagnent quoi dans cette histoire-là? C'est pourquoi j'ai dit qu'il va falloir engager la réflexion pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en réalité, dans ce mouvement-là, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des gens qui ne sont pas forcément au même niveau. Quand ils parlent de narcotrafiquants, c'est sûr qu'il y a des narcotrafiquants là-dedans qui sont aussi convaincus que ça, c'est leur seul salut pour arriver au paradis. Il y a des gens qui sont manipulés, il y a des gens qui sont traînés, il y a des gens qui sont là-bas qui ne savent même pas ce qui se passe. Donc il y a énormément, ce n'est pas forcément les mêmes catégories. Donc c'est ce que nous devrons comprendre d'abord, engager la réflexion. Ce n'est pas facile. Parce que même en Europe, ils ne sont pas arrivés à là. Personne n'a compris dans le monde encore qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un jeune, vous prenez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, un jeune qui faisait le battle, qui faisait le rap, qui était dans les boîtes, subitement se radicalise. Les gens, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, il va falloir comprendre. Pour qu'on puisse apporter les réponses adéquates, il va falloir impérativement qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Sinon, on n'y arrivera pas. On ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est clair et net. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons le cours de cette émission avec le deuxième volet consacré au renouvellement du mandat de la MINUSMA. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vos commentaires et suggestions sont les bienvenus sur nos comptes Twitter et la page Facebook. Yuba Konaté veut tout simplement réagir. Préciser quelque chose à votre propre intention. C'est-à-dire, il faut peut-être prendre les responsables à témoin. Parce que même ici, on n'est pas en sécurité, je vous avertis. On n'est pas en sécurité. Puisque Ousmane vient de dire que comment dirais-je, vos radios partenaires se sont étendus jusqu'à 60. Ça veut dire que l'écoute est légèrement grande. Et nous venons tous les jours ici et prononcer sur... Non, nous sommes en danger. Il va falloir prendre des précautions pour nous protéger. Parce que moi, je ne suis pas sûr qu'on soit à l'abri. Un jour, oui, c'est très important. C'est ce que je voulais... Voilà. Il n'y a pas de problème, Yuba. Alors, quelqu'un veut réagir? Oui, les divers... non, mais Alors, parlons des cellules dormantes. Est-ce que, aujourd'hui, c'est la zone de Sikasso qui est concernée? Est-ce que d'autres régions du Mali peuvent subir la même chose avec les cellules dormantes, Bruno? Oui, bien sûr, parce que avant Sikasso, on avait déjà eu des étincelles à Nampala. Oui, il y a eu déjà des attaques éclairs dans certaines zones du sud qui ne sont pas du nord. Donc,
Récemment, d'ailleurs, les informations signalaient qu'il y a des groupes qui se symbolisent par un accoutrement particulier, barbus, qui évoluent en moto avec leur tenue, etc., qui sont plus ou moins la manière dont les gens les sentent dans les mosquées. On sent qu'ils prêchent un certain particularisme. Donc, c'est déjà les ingrédients de ces cellules dormantes, les prémices. Donc, je crois que le ministère des Affaires religieuses, qu'on a, Dieu merci, le ministère de la Sécurité, doivent déjà ou même impliquer les services de renseignement pour que les gens essaient d'infiltrer les mosquées, savoir ce que ces gens-là pensent concrètement. C'est des prédisposés à être récupérés facilement, ces gens-là. Il suffit que des gens soient désœuvrés, avec le besoin, on leur promet. J'apprends dans les journaux récemment qu'avec 500 000 francs garantis, chaque mois, on vous promet le ciel et la terre pour le djihad, pour aller défendre, massacrer le grand Satan. Toute valeur occidentale est considérée comme valeur satanique. Ouais. Donc, il y a des cellules dormantes partout au Mali aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors, cette deuxième partie est consacrée au renouvellement du mandat de la MINUSMA qui voit donc son mandat prolongé jusqu'au 30 juin 2016. Le Conseil de sécurité a donc adopté lundi 29 juin le projet de résolution du renouvellement de ce mandat. Le texte a été adopté à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité sous la résolution 22-27. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général en charge des affaires politiques de la MINUSMA a donné la primeur de ce mandat aux députés. Au cours de la rencontre, il a affirmé que la MINUSMA est un outil politique du Conseil de sécurité, qu'elle n'est en aucun cas un outil de guerre, qu'elle est présente au Mali pour soutenir les autorités maliennes dans la stabilisation du pays. Il estime par ailleurs qu'elle n'a pas le mandat pour lutter contre les terroristes, cette fonction étant laissée à la force Barkhane qui a donc pris le relais des forces de l'opération Serval. Youba, est-ce que vous comprenez cette partie du mandat? Merci Famoussa. C'est très bizarre. C'est bizarre vraiment quoi. Vous êtes la preuve déjà, c'est l'attaque, la dernière attaque que vous avez vue. Donc si la MINUSMA n'a pas mandat pour combattre les islamistes, je crois qu'ils ont mandat pour combattre la MINUSMA. Et je crois que les gens de la MINUSMA vont le comprendre. Puisqu'il y a carrément un déphasage entre la dernière résolution, c'est-à-dire que la 22-27 là. Mais c'est très bizarre. Puisque vous ne pouvez pas, vous êtes dans d'abord sur des théâtres d'opération et vous comprenez que toute la démarche qui a abouti à la signature de l'accord de paix au Mali, c'est la MINUSMA qui a conclu, n'est-ce pas? Et qui a donc accompagné tout le processus. Et c'est cette MINUSMA, au moment où la force Serval était là, qui a dit qu'il va falloir arriver, quand les combattants étaient arrivés au niveau de Gao, au moment où les Français ont fait leur machination pour arriver sur la Kidal, on a dit non. Nous allons arriver à Kidal, mais il va falloir à ce niveau-là qu'on fasse les décomptes, c'est-à-dire la différence entre ceux qui ont fait le choix d'être des islamistes et ceux qui ont un message politique. Donc, après les tri, on a Est-ce que engagé. Le tri est fait? Et ils disent que le tri est fait. Donc, c'est après les tri qu'on a dit, voilà, ceux qui sont éligibles au dialogue politique. C'est avec ceux-là que les autorités maliennes ont signé des accords. Maintenant, ceux qui sont censés n'avoir pas été élus au dialogue politique, tout le monde sait combien ils sont puissants dans la région. Ils sont restés là-bas. Maintenant, si cette même MINUSMA encore, qui a été depuis le début du processus jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui, dit que non, va renouveler son mandat le 30 juin et dire qu'ils n'ont pas le mandat de combattre les islamistes. C'est la MINUSMA, elle seule, qui sait à quoi s'en tenir. Mais je pense que très rapidement et de façon réaliste, ils vont revenir à la réalité. Nous allons écouter l'une des toutes premières réactions après donc le renouvellement de ce mandat de la MINUSMA qui court jusqu'au 30 juin 2016. Une réaction que nous avons recueillie hier lors du passage du chargé des affaires politiques ici dans le grand dialogue d'hier. Bruno Mpondo Epo était notre invité d'hier. Écoutons-le.
l'usage de la force dans le cadre des Nations Unies obéit à des règles d'engagement qui sont très strictes et très spécifiques. Le chapitre 7 est surtout fait pour encourager les parties à un conflit à respecter les prescriptions du mandat. Il faudrait que l'ensemble des parties respectent le cessez-le-feu. Maintenant, si dans le cadre de ce respect de cessez-le-feu, il y a des écarts, il y a des parties qui violent le cessez-le-feu et que, en violant le cessez-le-feu, les parties portent atteinte à une population civile qui est désarmée, je pense qu'il est du devoir des Nations Unies à ce moment-là, lorsque on est face à un danger imminent, d'user de la force pour protéger à la fois le personnel des Nations Unies, mais également les populations civiles. C'est seulement en cas de non-respect de ces engagements, on a eu, et progressivement, on est en train d'aller vers un nouveau type d'opération de maintien de la paix dans lequel on trouve à la fois une mission traditionnelle de maintien de la paix telle que la MINUSMA au Mali, mais à côté de cela, nous avons une mission qui a véritablement un mandat pour faire la guerre, utiliser la force, et ça c'est dans le cadre de la lutte contre les djihadistes, contre les terroristes. Alors, l'un des premiers responsables qui dit que nous n'avons pas mandat à lutter contre les terroristes et une toute autre version. Bruno, est-ce que vous comprenez ces propos? Bon, la dernière fois, quand le représentant spécial adjoint Arnold Kodjenou était à l'Assemblée, j'avoue que moi j'étais là, il a eu des difficultés pour pouvoir s'expliquer devant les députés qui envoyaient des flèches de toutes parts. Parce que le message consistait simplement à dire la MINUSMA est arrivée au Mali pour la stabilisation. C'est ce que la MINUSMA dit, pour la stabilisation. Et cette stabilisation a conduit à la signature de l'accord. Maintenant, on a signé l'accord pour, comme Yuba l'a dit, pour que ceux qui veulent rentrer dans la République se fassent distinguer et qu'on fasse face au terrorisme. Maintenant, le renouvellement laisse tout le monde sur sa soif. Mais la MINUSMA continue par dire qu'elle n'a jamais eu mandat comme outil de guerre. Ça laisse déçu. Tout le monde est sur sa faim, tout le monde est abasourdi. Maintenant, Dieu merci, la nature sait bien faire les choses. On peut le dire ainsi. Voilà que les terroristes font face à la MINUSMA et créent des victimes. On va voir comment ça va évoluer. Parce que tout le monde ne comprend pas comment, après avoir stabilisé, ou en tout cas après avoir engagé le processus de stabilisation à ce niveau, que la MINUSMA ne fasse pas muscler son dispositif pour soutenir, ne serait-ce que soutenir la force Barkhane et l'armée malienne pour... Ne serait-ce que lutter contre les terroristes. Ne serait-ce que quand même faire un geste pour qu'on sente qu'on a dépassé la phase de stabilisation où les ex-rebelles, comme on les appelle maintenant, ont accepté du moins formellement de signer un processus de paix. Maintenant, l'autre virus, le verre est dans le fruit depuis longtemps. L'autre, c'est l'aspect djihadisme. N'oublions pas que quand le MNLA a commencé cette crise-là, c'est le MNLA qui a ouvert la voie au terrorisme. Donc, c'est subséquent. On ne peut pas vouloir intégrer les ex-rebelles dans un processus de paix et dire que on ne peut pas faire face à l'autre aspect de la crise qui est le djihadisme, le terrorisme. Ça laisse tout le monde sur sa faim. On ne comprend pas comment ça peut se faire ainsi. Alors, est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui d'autres réactions de pays contributeurs de troupes pour cette mission des Nations Unies au Mali? Une réaction telle que celle du Tchad lors des attaques perpétrées contre ces contingents dans le nord du pays. Est-ce que d'autres pays pourraient suivre l'exemple du Tchad en tapant du poing sur la table, Khan? Oui, je pense qu'à ce rythme-là, rien n'est exclu, parce que hier, on a constaté qu'il y a eu ces casques bleus burkinabés 6 qui ont péri du fait des djihadistes. Donc aujourd'hui, moi ce que je ne comprends pas, là où je ne suis pas d'accord avec Yuba, ce n'est pas la MINUSMA en fait, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui reste dans cette léthargie-là, dans ces modes de vie sclérosants, carrément, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait une mission des Nations Unies dans un pays où sévit quand même des djihadistes, où sévissent des djihadistes qui sont prêts à tout moment. Et après, qu'on dise que non, nos casques bleus n'ont pas mandat à riposter, à lutter contre le terrorisme, le djihadisme. C'est assez fou quand même. Barkhane, bon, son poids réel, c'est quoi aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on voit dans le nord du pays. Donc, moi, je dis clairement que oui, le Burkina Faso, le Niger ou d'autres pays, les autorités, à un moment donné, vont dire mais stop.
On peut pas envoyer nos enfants à l'abattoir de cette manière parce que c'est incontrôlable, quoi. Quand on a signé l'accord de paix avec les groupes soi-disant légitimes, etc., politiques, qui n'ont pas de revendications, machin, mais moi j'ai dit, mais non, c'est quoi les Ménélas? Les Ménélas, c'est presque le Moudjahou, quoi. C'est presque une sardine, c'est quasiment bonnet blanc, blanc bonnet aujourd'hui. Et si vous voulez prendre des sanctions, parce que dans les mandats de la MINUSMA, dans la résolution 22-27, il est clairement dit qu'ils vont superviser, surveiller, accompagner, et puis voilà, veiller à ce qu'il y ait les cessez-le-feu, l'application de l'accord, etc. Mais est-ce que vous pensez que Yadagali, ça lui dit quelque chose de laisser se le faire? Mais lui, il s'en fout complètement, et tous les groupes terroristes qui sont autour. Donc aujourd'hui, vraiment, la menace, elle est réelle, quoi. C'est pour cela que moi, je n'étais pas d'accord qu'on célèbre en grande pompe comme ça les accords de paix. Je disais à l'époque, j'ai paraphrasé même Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président ivoirien, qui disait que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Aujourd'hui, on est dans cette expectative où on ne sait même pas de quoi demain sera fait. Parce que les casques bleus aujourd'hui, s'ils n'ont pas mandat à riposter, c'est clair qu'ils vont subir des coups. Yuba, une réaction peut-être par rapport à cette situation qu'on a vue avec le Tchad. Est-ce que d'autres pays pourraient suivre l'exemple du Tchad? Oui, c'est pas exclu, hein, c'est pas exclu. Mais au passage, il faut préciser que la mission, la MINUSMA au Mali est la mission la plus meurtrière de l'histoire des Nations Unies. 43 morts à ce stade. 43 morts à ce stade. 150 et quelques blessés. Voilà, vous comprenez que c'est très atypique. Maintenant, il y a un autre aspect de la chose que j'ai voulu aborder. C'est-à-dire, quand la MINUSMA, tous les messages de la MINUSMA consistent à dire notre mandat, notre préoccupation, c'est la protection des populations civiles. Tout l'ossature du message de la MINUSMA, c'est ça. Que ça peut prendre 1000 tournures, mais le résumé, c'est ça. Mais imaginez un seul instant. C'est-à-dire que nous avons du djihadisme un peu civilisé ici. Notre djihadisme est un peu civilisé. Si jamais les djihadistes qui sont chez nous se comportaient comme Boko Haram au Nigeria. Vous imaginez les possibilités que ces gens-là ont au nord, ils tournent dans les villages, ils se ravitaillent pratiquement au vu et au su de tout le monde. N'est-ce pas? Mais au Nigeria, vous avez vu la barbarie de Boko Haram. Si un seul instant, et ces gens-là, quand est-ce que ça peut tourner? On ne sait jamais. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut tourner. Puisqu'il suffit d'un maître pour dire non, vous pensez comme ça, ce n'est pas comme ça. Ça se joue à la minute, quoi. Non, c'était comme ça. Tout le monde dit Allah Akbar, c'est comme ça. Donc il faut les tuer, tout le monde. Donc on se met à tuer. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça peut tourner, mais il va falloir les combattre. Non. Et on n'est pas à l'abri. Voilà, on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. En tout cas, désormais, je crois que tout le monde a compris que ce soit à Bamako, à Sikasso, à Tombouctou, à Cotonou, à Lomé, je pense que la jonction est faite. Que l'on dise désormais que demain que Cotonou est frappé ou Lomé est frappé, ça va surprendre personne. C'est pas une surprise. Ouais. Ça sera une surprise. C'est ça justement. C'est ça leur objectif, c'est ça. Qu'il n'y ait aucune région qui soit à l'abri. C'est ça leur objectif fondamental. Et je crois qu'ils sont en train de l'atteindre. Donc il va falloir que vraiment on engage la réflexion pour comprendre ce qui se passe réellement avant de pouvoir, n'est-ce pas, réagir. Parce qu'à ce rythme-là, ça va être très compliqué pour nous. Parce que imaginez, la délocalisation de cellules. À Fakola, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont agi à Fakola, c'est des gens du tiroir. Des autochtones. C'est des gens du tiroir. Et vous avez vu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nébuleuse qui est au nord n'est pas assise. Ah non, elle n'est pas assise. Vous imaginez toutes les stratégies qu'ils ont fait pour arriver à Fakola, mettre en place une cellule et qu'elle puisse être opérationnelle. Vous imaginez les efforts qu'ils ont dû combiner pour y arriver. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Remonter peut-être le réseau. Remonter les réseaux. Non, c'est pas ça le problème. Puisque remonter les réseaux, les détruire demain, ils en mettront encore un autre en place. C'est de comprendre ce qui se passe. C'est même comme dans les films. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça nous donne une leçon. Ça dit qu'il y a toute une machine dans dans leur logique qui pense, qui agit, qui accompagne les phénomènes. Ils ne sont pas assis. Puisqu'on dit que le mouvement, ceux qui ont agi à Fakola sont de la tendance d'Iyad. Vous avez vu, Iyad depuis Kidal, qu'est-ce qu'il a dû faire?
monter les stratégies, envoyer les émissaires, les recrutements, voilà. Nous allons observer quelques c'est des stratégies secondes qui de sont en pause. marche. Merci beaucoup, Oyuba. Et notre volet de cette crise, c'est bien entendu la situation des réfugiés maliens dans les pays voisins. Nous allons parler de ceux qui sont dans le camp de Mbera, tout juste après cette courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot .org où vous pourrez réécouter cette émission si vous le souhaitez. Alors nous sommes dans la troisième partie, mais juste avant, nous allons parler des réfugiés maliens. L'annulation de la distribution mensuelle de nourriture en juillet pour 49 500 réfugiés maliens dans le camp de Mbera risque d'augmenter le taux de malnutrition aiguë selon Médecins sans frontières. Le programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat aux réfugiés qui font face à des déficits financiers ont été incapables de trouver des fonds nécessaires à la redistribution générale de nourriture ce mois-ci. Alors Khan, dans cette situation, que risquent les réfugiés maliens? Il risque gros parce que il y a eu un plan de réponse d'urgence humanitaire. Vous vous rappelez, des centaines de millions de dollars à mobiliser. Moi j'en veux beaucoup aux États contributeurs, encore une fois de plus, qui restent quand même dans un état d'inertie par rapport à cela. Parce qu'il y va de la survie de ces personnes vulnérables qui sont dans les camps depuis l'éclatement de la crise au Mali. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ici, il y a pénurie en denrées de toutes sortes, surtout en denrées de première nécessité. C'est très inquiétant. Et c'est clair encore une fois de plus que les organisations humanitaires, Médecins sans frontières et tous les autres, les ICR qui est en tête, ne peuvent pas seuls supporter cette charge-là. Donc, je le répète encore une fois de plus, il faut que les pays prennent à bras le corps ce problème aussi, parce que les autorités maliennes en premier chef. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on parvient à mobiliser, si on parvenait à mobiliser tous ces fonds, si les choses s'y passaient normalement, on n'en serait pas là aujourd'hui avec cette crise-là et qui intervient à une période critique, le mois de Ramadan. Donc voilà, la situation elle est à prendre très au sérieux. Les réfugiés vont en pâtir un bon moment quand même avant qu'on essaie de trouver une solution à ces problèmes-là. Alors la malnutrition menace également certains déplacés de la zone de Tombouctou qui ont dû fuir les combats et qui se sont retrouvés dans les zones comme Gourmara-Rousse. Bruno, aujourd'hui, quel doit être l'accompagnement de l'État malien si il ne peut pas assister les populations en termes de réponse d'urgence? Comment est-ce que les autorités doivent s'y prendre? Aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre en place un dispositif de solidarité nationale, un véritable plan Marshall national pour voler au secours de ces populations. Parce que d'abord, il y a... Ne plus compter sur l'aide internationale. Pas nécessairement, parce que... Peut-être renforcer l'acquis déjà. Oui, en tout cas, je ne sais pas comment le gouvernement va s'y prendre, mais il faudrait quand même mobiliser les nationaux, les bonnes volontés au plan national, le ministère des Maliens de l'extérieur, le ministère de la Solidarité, pour trouver des fonds, des voies et moyens pour sauver ces gens-là. Parce qu'il y a d'abord le risque de sécheresse dans la zone. Aujourd'hui, la pluviométrie n'est pas très bien lancée, on le constate. Il y a cette crainte-là de sécheresse. Et puis, j'ai comme l'impression que la communauté internationale veut encourager le gouvernement malien à mettre une forme de lobbying doux pour encourager les gens à rentrer, les réfugiés à rentrer. Parce que quand il y a pénurie... Sans que le terrain ne soit préparé. Sans que nécessairement... Parce que déjà, quand l'accord a été signé, il y avait ces efforts-là d'appeler les gens, d'intéresser les populations à rentrer. Mais notamment dans la zone de Tombouctou, Goundam et autres. Mais nous venons de toucher au point du terrorisme qui n'encourage pas les gens à rentrer. À retourner. Donc, je crois que le gouvernement doit
réfléchir, voir si c'est des systèmes de table ronde au plan national, peut-être parce que la communauté internationale a tellement de problèmes aujourd'hui, de gros dossiers à gérer que on a comme l'impression que nos réfugiés sont abandonnés, hélas. Alors, tous les ans, c'est le même parcours pour les populations. D'abord, c'était la zone de Gao qui était menacée. Cette année, c'est plutôt la zone de Tombouctou avec tous ces déplacés. Yuba, quel doit être l'appel ou bien la réponse d'urgence de l'État malien? Merci Famoussa. Et moi je pense qu'il y a d'abord il y a deux situations qu'il faut préciser. Vous avez parlé du camp de Mbera. Le camp de Mbera, moi, les réfugiés que j'ai vus là-bas sont des réfugiés très politiques. On a remarqué quand le ministre de la Réconciliation nationale... Quand vous dites très politique, c'est-à-dire... Oui, c'est des gens qui caressaient des militants MNLA. C'est très clair. Le camp de Mbera, ils ont même eu en son temps le ministre de la Réconciliation nationale Zabi qui a été huillé, tout ça, il a eu toutes les difficultés pour comment. Donc des gens qui prennent clairement position. Le camp de Mbera, moi je n'aimerais même pas me prononcer sur ça, c'est de la responsabilité de la communauté internationale. Ils ne sont pas au Mali, ils sont dans les camps de réfugiés. C'est des Maliens. C'est la structuration actuelle de l'évolution, n'est-ce pas, de la géostratégie, de la géopolitique internationale. C'est comme ça. C'est des Maliens qui sont expatriés, ils sont, comment dirais-je, immigrés dans d'autres pays. C'est de la responsabilité de la communauté internationale. Maintenant, les déplacés de l'intérieur du pays, il est de la responsabilité de l'État de s'en occuper. Mais vraiment, pour ceux qui sont dans les camps de Mbera, ils ont fait le choix d'aller à l'exil. Les mécanismes fonctionnent comme ça. Délibéré, c'est un contraint. J'ai remarqué que c'est des immigrés, comment dirais-je, des exilés qui sont très politiques. Vraiment, je ne m'en occupe pas. Oui, mais malgré la coloration politique, peut-on les délaisser pour autant? Je ne parle pas de les délaisser. Moi, je dis que c'est de la responsabilité de la communauté internationale. C'est comme ça que ça se passe partout. Dès lors qu'il y a une population qui est expatriée dans un autre pays, c'est la communauté internationale, les organisations non gouvernementales qui s'en occupent. Mais c'est de leur responsabilité. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Moi, je n'invente rien. C'est quand même à l'État de créer les conditions de leur retour. Maintenant, si les conditions de non, je ne dis pas que l'État ne doit pas prendre ses responsabilités pour retourner. Justement, c'est quand ils retournent que nous nous sentons responsables. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ceux qui sont à l'intérieur du Mali, c'est de la responsabilité de l'État malien. Mais quand ils sont à l'extérieur, moi, je pense que c'est comme ça fonctionne. Oui, mais Yuba, quand on a une contrainte de la sorte, peut-on pour autant retourner avec tout ce qu'il y a comme aspect sécuritaire à gérer? Non, si c'est comme ça, jusque-là, nous nous en tenons à... Depuis combien de temps les choses fonctionnent de la sorte? On s'en tient à ça, puisque moi je pense que ça c'est de la responsabilité des organisations internationales. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut les laisser gérer cette histoire-là. Maintenant, quand il y a des pénuries, quand il y a des difficultés de mobilisation des ressources pour s'occuper de ces gens, ça aide de trouver les solutions. Pour moi, vraiment, ce qui est de la responsabilité de l'État, c'est ce qui se déroule, ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Les populations déplacées à l'intérieur, vraiment, c'est de la responsabilité de l'État. 74 Maliens ont été expulsés du Gabon, Yuba. Oui, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Nous sommes Maliens. On aime voyager, on va dans les pays des autres. Souvent, même quand on n'est pas invité, c'est un vrai problème. Maintenant, ce n'est pas l'occasion pour les dirigeants, les autorités de se dérober, de dire, puisque la dernière fois, quand on a expulsé, je crois, les Maliens du Congo, et de la Guinée équatoriale, j'entendais un responsable de l'ambassade dire que non, ils n'ont pas les papiers et qu'ils ont toujours dit. J'ai dit, mais mon œil, c'est pas possible. Vous avez, si vous voulez parachuter un Français ici à Bamako, ça dit qu'il n'a pas de visa, il n'a rien. Mais on le touche, mais l'ambassade va s'en occuper. Mais ça, c'est élémentaire. Alors, donc, est-ce que quelqu'un cesse d'être malien parce qu'il n'a pas de papier? Alors, nous avons organisé, bien évidemment, un débat sur la question des 74 maliens expulsés du Gabon. On nous a fait savoir que les documents coûtent aux alentours de 800 000 pour un séjour de 2 ans. Est-ce que c'est exorbitant? Non, ça, c'est les lois du pays d'accueil. Moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est les Gabonais qui savent pourquoi ils ont mis ces prix-là. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne peux pas, puisque je ne peux pas agir sur ça. Ce n'est pas de mon ressort. Maintenant, ce que je ne comprends pas, que les responsables qui sont censés s'occuper de nos Maliens, parce que s'il y a une ambassade à Libreville, est-ce que vous ne pensez pas que ces responsables également sont soumis à ces règles des pays d'hôtes? Si, mais
Et ça ne peut pas les empêcher de s'occuper de leurs compatriotes. C'est ça le problème. Parce que les gars ont dit, souvent ils ont fait 21 jours, un mois en prison. Aucune autorité n'est partie les rendre visite. Allez voir quelqu'un en prison. Nous avons des compatriotes en prison ici. Est-ce qu'on peut les voir, les parler? Ça, c'est le minimum des choses. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Bruno. Oui, c'est de tout temps, c'est de la responsabilité de chaque État de se préoccuper de ce qui arrive à ses concitoyens, même à l'extérieur de ses frontières. Maintenant, si 74 Maliens ont été expulsés, le gouvernement est interpellé. Le ministère des Maliens de l'extérieur doit voler à leur secours pour le rapatriement, pour l'hébergement, pour les mettre dans toutes les conditions, au moins pour qu'ils puissent être réintégrés dans le social malien avant, et éventuellement pour que certains puissent reprendre le chemin en régularisant leur situation sur le plan papier. Ce n'est pas la première fois que le Gabon, en tout cas en Afrique centrale, le Gabon s'est souvent singularisé par ses expulsions. Donc ça ne doit pas étonner. Maintenant, qu'on puisse dire que le coût du visa ou du séjour soit exorbitant, c'est conforme au niveau de vie du Gabon. Le niveau de vie est très très élevé là-bas. Et ils ont expulsé des Béninois, des Togolais à divers endroits. Maintenant, à nos autorités de travailler pour redynamiser l'intégration africaine, pour qu'on n'en arrive pas à ces extrémités. Récemment, il y a eu des Maliens qui ont été maltraités en Angola, qui ont été touchés. Il y a eu des gens qui ont été sérieusement touchés dans leur intégrité physique. Donc, il faudrait que l'Afrique qui se construit, l'Afrique... comment dirais-je, l'intégration africaine qui est en marche. Le projet de l'Union africaine qu'on nous vante tant, il faudrait qu'on le sente à travers l'Union, les États-Unis d'Afrique, à travers les peuples, que l'Afrique ne s'octroie plus ces scènes macabres d'expulsion, de jeter des gens dans les rues simplement parce qu'ils n'ont pas de papier. C'est dommage, quoi. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il faut donner une dimension humaine à ces opérations de rapatriement, d'expulsion. Parce que j'ai discuté avec ces Maliens expulsés du Gabon, mais c'était horrible. Ils ont passé une semaine. D'abord, ils ont quitté Libreville à bord d'un bateau pour rejoindre Calaban au Nigeria. De Calaban au Nigeria, ils ont pris un bus pour aller à Cotonou. De Cotonou, ils ont pris un autre bus pour venir au Mali. Mais c'est des êtres humains quand même. Franchement, les autorités maliennes ne s'impliquent pas. Selon les autorités de l'ambassade du Mali au Gabon, ces expulsions, c'est une fois que les Maliens ont été embarqués dans le bateau que le ministère des Affaires étrangères du Gabon a informé l'ambassade. Moi, je ne suis pas d'accord. Afamoussa, je ne suis pas d'accord pour une seule et simple raison. J'ai discuté avec beaucoup de ces jeunes qui ont été rapatriés du Gabon, qui m'ont clairement dit, comme j'ai rejoint Yuba, qui disait tout à l'heure, quand ils ont été enfermés, quand ils étaient en prison, certains 3 mois, d'autres 1 mois, 2 mois, mais ils ont alerté l'ambassade du Mali qui est au Gabon. Mais ils sont restés là, brambala, rien, ils n'ont absolument rien fait pour venir Alors, l'ambassadeur du Mali au Gabon nous a très content et qu'il allait signaler cette action au ministère des Affaires étrangères. Je voulais dire, si les autorités, les responsables du ministère des Affaires étrangères ont le kilo de dire que c'est après embarcation qu'on les a informés, c'est honteux. Bruno. Oui. Effectivement, vous savez, nos États... C'est du mépris. C'est pas une manière de justifier, mais vous savez, nos États sont trop peu regardants de la vie de nos compatriotes à l'extérieur de nos frontières. Ça, c'est la réalité en Afrique. En Afrique, pas à l'intérieur, à l'extérieur. Même à l'intérieur, ils n'ont rien à foutre de nos vies. Tout au moins, à l'intérieur, il y a le quotidien qui semble préoccuper. Mais à l'extérieur, nos États sont très faibles, ils sont très très limités. Il faudrait rectifier. Il y a des choix. Yuba, des mots. Yuba, canne à la parole. Des mots. Aux autorités maliennes, je lance cet appel. S'il vous plaît, quand ces pays-là expulsent nos compatriotes, faites-les dans la dignité, qui viennent en avion, pas de cette manière-là. C'est des êtres humains. Oui, parce qu'il y a des choix, c'est des choix. Puisqu'on ne peut pas renouveler une maison des hôtes à 5 milliards de francs et ne pas avoir 10 millions pour faire 12 millions pour faire expatrier nos compatriotes, expulser. C'est des questions de dignité, c'est des questions de choix. On va rénover une maison des hôtes à 5 milliards. Dans la maison des hôtes qui est là, il y a quoi à renouveler là-dedans de 5 milliards de nos francs? C'est la fin de cette émission, une émission qui réfléchissait sur 3 sujets.
Nous avons débattu des attaques terroristes au centre et au sud du pays. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA a été question. Cette question a été débattue dans la deuxième partie. La troisième partie était consacrée aux expulsions de Maliens dans les zones comme le Gabon. Le Gabon qui a expulsé 74 Maliens en situation irrégulière. Merci à vous, messieurs, pour votre participation. Bruno Sekbedji du journal L'Indépendant, Yuba Konaté du journal Le Zénith Balé et Mamadou Khan de la radio Clédou. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara était à la technique. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Peting Diara était à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à très bientôt pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.